Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Frédéric Ambard, je suis élu à la Chambre d'agriculture du Var et je suis responsable de la commission Viti à la Chambre d'agriculture, avec ma responsable de service qui est Marie Robin à mes côtés. Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents pour ce moment fort annuel du service Viti de la Chambre d'agriculture du Var. Il s'agit d'un moment important puisqu'il permet d'échanger, de se questionner tous ensemble sur le devenir technique de la filière et aussi vous présenter le travail du service et ses travaux. Je remercie d'abord la communauté de communes Cœur du Var pour la mise à disposition de cette magnifique salle et plus particulièrement son président Yannick Simon, avec qui c'est toujours un plaisir d'échanger tant il sait et s'investit encore dans notre filière. Je remercie aussi le Crédit Agricole, représenté par M. Richard Doz, toujours présent à nos côtés, pour leur soutien financier et nos échanges. Merci. Cette journée est organisée dans le cadre du projet réseau, c'est là que c'est compliqué à dire, Alternativity Med, qui vise à monter en compétence l'ensemble des techniciens et conseillers Viti du Sud-Est sur les pratiques alternatives aux produits phytosanitaires. Ce projet est piloté par la Chambre régionale, financé par Ecophyto et la DRAF, et vient associer les chambres d'agriculture du Var, de l'Hérault, la coopération agricole Sud et la Fédération des négociants agricoles. La matinée sera consacrée à l'entretien durable des sols, maillon essentiel pour la santé et la pérennité du vignoble. Après la pause et un buffet déjeunatoire, il vous sera présenté un panorama des ravageurs émergents qui arrivent chez nous et nous posent beaucoup de questions. La journée se terminera par un état des lieux et perspectives sur le mildiou qui nous occupe et nous challenge saison après saison. Durant toute cette journée, n'hésitez pas à questionner, à interroger, à échanger. C'est pour nous essentiel. En effet, ça permet de tirer les perspectives et des prospectives quant à la teneur de nos futurs travaux. Je remercie tout le service Viti et tous les techniciens pour l'organisation de cette journée. Merci à vous. Alors du coup, moi je commence cette table ronde en vous posant une question avec une technologie infaillible qui va consister à lever la main pour me répondre. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour fabriquer 1 cm de sol? Est-ce qu'il faut 10 ans? Est-ce qu'il faut 100 ans? Est-ce qu'il faut 1000 ans? Alors, qui pense qu'il faut 10 ans? Qui pense qu'il faut 100 ans? Qui pense qu'il faut 1000 ans? Qui ne pense rien? Alors du coup, il faut vraiment longtemps pour faire un sol. Il faut plus de 100 ans en moyenne. Et donc en fait, quand on a ce paramètre en tête, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son sol. On ne peut pas le laisser couler dans la rivière quand il pleut. On ne peut pas le traiter mal. Il faut faire en sorte de le conserver pour qu'il puisse nous servir à produire durablement. Et donc on est là aujourd'hui pour voir quelles pratiques on peut mettre en place au vu des innovations, au vu des recherches, au vu de ce qu'on sait qui fonctionne aujourd'hui, qui n'était peut-être pas le cas avant, et en vue de pérenniser, de protéger son vignoble le plus longtemps possible. Et donc on va commencer par le commencement. La première étape dans un vignoble, c'est la plantation. Donc aujourd'hui, pour commencer, moi je vous pose la question, quels sont les éléments préalables, quelles sont les bonnes pratiques avant de mettre en place une plantation, de façon à ce qu'on puisse la garder le plus longtemps possible? Oui. Juste avant d'aborder la plantation directement, je veux juste vous demander, voilà, hop, vous voyez 2 terres qui s'affichent, donc la 109 et la 75. Et je vous demandais juste à main levée qui pense que la 109 est une meilleure terre. Il y a une personne au fond. Qui pense que la 75 est une meilleure terre? Ok, donc vous n'êtes pas sûr. Qui n'est pas sûr? Bon, vous avez raison, il ne fallait pas être trop sûr. Souvent, c'est la 109 pour laquelle on répond, puisqu'elle est un peu plus sombre et qu'elle a l'air un peu plus fertile. Il y a plein de cas où ça marche, et il y a ce cas où, bien sûr, ça ne marche pas.
Et il y a autant de matière organique dans les deux, donc les deux sont à peu près à 2% d'MMO. Et même si on va un peu plus loin, dans celle de droite, il y a plus de biomasse microbienne que dans celle de gauche. Donc il y a plus d'organismes vivants dans celle de droite. Quasiment du simple au double. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des deux terres parce qu'on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui. Juste, j'ai le truc en fait. Je peux... Hop. Oui, voilà, je faisais apparaître du simple au triple quasiment. Oui. Globalement, on a un cycle de la matière organique, ça fait partie de la fertilité des sols, et c'est ce qu'on veut quand on fait une plantation, c'est un sol fertile qui va pouvoir nous aider à produire du raisin. Donc il y a la fertilité physique qu'on va aborder juste après, la fertilité chimique que vous connaissez déjà assez bien, et la fertilité organique, organobiologique que je vous montre ici très rapidement. Globalement, une matière organique, ça n'existe pas en soi, c'est des matières organiques, elles ont des rôles différents. Si vous prenez une table en bois et une pomme, les deux c'est du carbone, donc de la matière organique, et pourtant ils ont des fonctions différentes. Il y en a une qui sera structurelle et l'autre qui sera énergétique, que vous allez consommer. Il se passe à peu près la même chose dans le sol. Quand une matière organique arrive au sol, il y a celle qui est énergétique, qui n'a pas encore été consommée. C'est la matière organique libre, et au fur et à mesure de sa consommation par la biomasse microbienne, vous allez avoir de la matière organique liée qui est stable, qui est moins énergétique. Tout ce cycle-là, ça produit du CO2, puisque c'est ce qu'on fait nous quand on consomme du carbone, un croissant, une pomme, on respire, donc on produit du CO2, et la biomasse microbienne, elle produit aussi de l'azote minéral, qui est nécessaire pour nos cultures. Voilà un peu le concept d'un sol qui tourne, du volet organobiologique d'un sol qui fonctionne bien. Quand on fait une plantation, du coup, c'est ce que je voulais montrer avec la première diapo, c'est qu'on ne peut pas vraiment le faire à l'aveugle. Il faut savoir sur quoi on plante, déjà pour choisir le porte-greffe, pour choisir le cépage, et il faut aussi savoir dans quel état est notre sol lorsqu'on plante. Je fais un parallèle un peu lointain, mais quand on récupère un appartement, si c'est par exemple vous récupérez une parcelle qui n'était pas à vous, quand on récupère un appartement, il y a des travaux à faire, il y a peut-être des murs à changer, des cloisons à casser. Ben, un sol, c'est un peu la même chose. S'il n'est pas en bon état, il y a des redressements à faire, et il faut savoir quoi faire pour investir au mieux au moment de la plantation. Donc ça passe par plusieurs choses. Déjà, on peut faire des analyses, c'est ce que vous voyez ici, mais les analyses, elles sont aussi aveugles à d'autres paramètres, qui est la physique du sol. Et c'est là où on va rentrer un peu aussi dans le débat juste après, c'est quels travaux de sol on fait, à quelle profondeur, qu'est-ce qui sera le plus adapté pour faire pousser la vigne. Je vous donne un petit avant-goût, on ne sait pas exactement pour chaque parcelle, il faut faire du cas par cas. Il y a quelques règles générales, bien sûr, mais il faut faire du cas par cas. Hop. Je reviens. Non, oui. Donc ça, c'était juste, je remets ça rapidement. Ça, c'était les 4 fonctions qu'on cherche à retrouver dans un sol qui fonctionne bien, un sol vivant. Les matières organiques qui sont structurelles, celles qui sont énergétiques, la biomasse microbienne qui consomme tout ça, et son activité. Ici, si vous êtes tous assis à rien faire, il y aura un petit peu de CO2 qui évolue. Si je demande à tout le monde de faire des pompes et de manger tout ce qu'il y a dans le buffet là-bas, vous allez produire beaucoup plus de CO2. Donc c'est une trace de l'activité de la biologie du sol. Un vignoble, c'est un endroit qui est beaucoup travaillé, parce qu'on fait de la culture de la vigne, il y a beaucoup d'outils qui passent, et ça crée de la compaction. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici, des mottes anguleuses. Donc là, le gars là-bas, il fait à peu près 70 kg, c'est un bon monsieur, et il n'arrive pas à planter du tout cette bêche, dans des conditions plutôt bonnes, hein. C'était assez ressuyé. Voilà, il y a aussi des passages d'outils qui peuvent provoquer ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrache un vignoble pour replanter? On part sur ces bases-là. Donc ça, c'est une fosse qui a été faite en 2019, juste avant une replantation, juste avant d'arracher, pardon. Et vous voyez ici cette ligne qui est à peu près à une vingtaine de centimètres avec ces mottes anguleuses. On ne peut pas replanter sur quelque chose comme ça, il va y avoir un problème, et c'est quelque chose qui s'était fait à la plantation précédente d'ailleurs. Donc pour pouvoir choisir le type de travail de sol qu'on va faire, il va falloir anticiper et aller voir. Globalement, une fosse à faire avant une plantation, c'est assez peu d'investissement en temps et en argent, puisque vous avez déjà du matériel, il n'y a pas les vignes en place. Et c'est quelque chose qui va vous fournir beaucoup d'informations. Ça, c'est une fosse qui est faite sur vigne en place, et à droite, c'est sous le rang, à gauche, c'est l'interrang. Sur l'interrang, on peut faire quelque chose sur une vigne en place. Sous le rang, ce que vous voyez ici, sur une vigne en place, on ne peut quasiment pas agir. Donc ça va se jouer au moment de la plantation. Là, je vais aller un peu trop loin.
Donc là, je vais vouloir passer la parole un peu aux collègues sur le type de plantation, mais une fois qu'on a fait un diagnostic, il faut savoir si on intervient ou pas et comment on intervient. C'est-à-dire qu'il faut préparer le sol, à quelle profondeur, avec une fosse, vous allez pouvoir le dire. Est-ce que je vais taper dans ce qui est au fond? Il y a des zones qui sont très calcaires, très caillouteuses ou très argileuses selon les terroirs. Et on ne veut pas remonter ça à la surface, donc il va falloir choisir la profondeur d'intervention. En général, je recommande d'avoir le prestataire qui va faire les travaux de sol avec vous au moment de la fosse pour bien visualiser la profondeur importante ou non et l'endroit sur lequel on va pouvoir intervenir ou pas. Je ne sais pas si tu voulais juste faire un point sur les plantations qu'il y a eu ici. Ouais. Est-ce que tu peux passer sur le... Ou c'est... Non, c'est un autre diapo. Alors nous, sur le réseau Terra Para qu'on a constitué depuis maintenant 2 ans et demi, on a réalisé plus de 165 analyses de sol organobiologiques avec les paramètres que Antoine a présentés juste avant. Et on a aussi réalisé pour chaque formation, donc il y a eu 14 groupes créés, donc quasiment 28 jours de formation réalisés. À chaque formation, on réalise lors de la première journée, la matinée sert à reprendre toutes les analyses organobiologiques des participants. Donc on présente tous les résultats, on se positionne. Souvent les participants sont tous quasiment de la même commune ou autour, donc ça permet un peu de se positionner et d'avancer à partir d'une même problématique. Et en fait, au tout début du projet, on était parti que sur les analyses et Célestin Lab nous a dit mais c'est quand même super important de faire des fausses pédologiques. On a dit bon, nous on veut savoir la matière organique c'est le problème en Provence, etc. Mais ils ont insisté pour qu'on fasse des fosses. On a dit mais la géologie c'est bon, on l'a déjà, c'est le terroir, etc. Et en fait, en réalisant des fosses, on a remarqué qu'on avait oublié, on allait passer à côté en fait, d'une grande problématique qui est la physique des sols et qu'on a retrouvé quand même de manière assez régulière. Donc en fait, on a fait des fosses, on a fait en tout plus de 26 fosses pédologiques depuis 2 ans. Et cette année, on s'apprête à faire normalement une quarantaine jusqu'à 60 fosses pédologiques au niveau de 2026 avec d'autres projets. Et en fait, à travers ces fosses, donc on a vu plein de profils différents, que ce soit de l'Alonde à Carcès ou de la dépression permienne jusqu'à la Sainte-Victoire. Et ce qui était intéressant de voir quand même, c'est que parmi tous ces profils, donc on a vu des très beaux profils, des profils profonds, la photo au milieu, c'est dans la plaine des Morts avec des sols de 60 cm, des sols avec beaucoup de matière organique. Je t'ai repiqué la photo que et des sols aussi avec des problèmes. Et en fait, sur toutes les fosses qu'on a réalisées, pardon, ça fonctionne. Ah, ça y est. Il y a un petit décalage. En fait, sur toutes les fosses qu'on a réalisées, on a remarqué quand même que sur quasiment un tiers des sols qu'on a ouverts, on a rencontré un problème physique des sols. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un problème physique ? Ça va être un problème où il y aura souvent un mélange de matériaux parentaux qui sont peu poreux. En fait, il y a un manque de porosité dans le profil qu'on a ouvert, notamment dû à des problèmes de compaction ou notamment dû à une remontée de matériaux parentaux qui sont peu poreux et qui causent des problèmes de circulation de l'eau et de circulation aussi, enfin de présence d'air dans le profil. Et en fait, tous ces problèmes sont notamment dus lors de travaux à la plantation. Si je demande aux viticulteurs et viticultrices je te pique ta question, qui réalise un défonçage ici en levant la main, donc la question est donc, qui réalise un défonçage avant plantation chez les viticulteurs et viticultrices ici. Normalement, il y a toutes les mains qui se lèvent, hein, à part ceux qui ne le sont pas. Donc en fait, souvent, les problèmes qui ont été causés, ça a été lors des travaux à la plantation, donc de défonçage, ou d'aménagement aussi de la parcelle. C'est-à-dire qu'on a eu des aménagements assez conséquents. On les voit parfois de loin où on vient tronquer, enfin on vient casser certaines collines, faire des parcelles à plat. On a vu des mélanges d'horizons et surtout des retournements de sol. Ça a été environ un quart des cas des problèmes. Et après, la majorité des cas, ça a été des problèmes lors de défonçage à la plantation. Alors aujourd'hui, nous, notre parti pris depuis les 2 ans du projet, c'est pas de dire forcément on défonce pas, parce qu'on suppose quand même que dans certaines situations et dans certaines profondeurs, ça peut être intéressant, mais Antoine, peut-être que tu voudras développer ce sujet. Mais en tout cas, ce qu'on dit, c'est que attention quand même, il y a des terroirs qui sont sensibles à ces défonçages, notamment à des défonçages qui sont profonds.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même sur certains sols, on a amputé le potentiel agronomique, mais alors, tu dirais pour toujours, toi, de notre vivant. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Et en fait, pour vous dire concrètement, il y a plusieurs parcelles ici qu'on a ouvertes. Les analyses organobiologiques, c'était tout ouvert. Il y avait du carbone, ça se minéralisait, il y avait de la biomasse microbienne. Et par contre, la vigne au-dessus avait des gros problèmes de rendement. Alors, quand c'est comme ça, quand les analyses sont ouvertes et que la vigne autour ne présente pas ces aussi bons résultats, ça peut venir de plein de paramètres différents. Mais effectivement, en ouvrant une fosse, c'est vrai que ça nous a permis de voir régulièrement quand même des grosses problématiques physiques qui ont été créées à la plantation. Donc, ce qu'on dit, nous, le message maintenant, c'est observez quand même si vous avez un doute, si vous connaissez mal ces terroirs. Vous pouvez aussi observer lors des défonçages, c'est-à-dire qu'il y a aussi quand on défonce, on fait remonter de la terre, donc des fois on voit quand on touche des matériaux qui sont plastiques, c'est la principale problème, c'est quand on remonte par exemple des couches d'argile qui sont peu poreuses et qu'on les remonte au-dessus. Là on crée vraiment un manque de porosité sur du coup tout le profil, et donc le profil où vous pouvez prospecter les racines. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose sur ce défonçage. Est-ce qu'on défonce en Languedoc-Roussillon ? Oui, on défonce. Moi, je ne vais pas revenir sur le débat défonçage, pas défonçage. Moi, les problèmes que je vois dans les RO principaux, c'est les périodes d'intervention. Ce sont des entrepreneurs qui viennent faire les défonçages. Et ils sont disponibles, voilà. Et donc quand ils arrivent, on est très content qu'ils soient là parce qu'il va falloir planter et donc il faut qu'ils le fassent. Mais malheureusement, on a pris 60 mm la semaine d'avant et tout le sol est détrempé. Et là, il faut avoir le courage de les renvoyer chez eux, quoi. Parce que là, vous partez pour la durée de plantation de vignes avec une semelle de labour à la profondeur du défonçage. Je te pique une prochaine diapo. Non, mais en tout cas, on crée une semelle de labour là, et au lieu d'avoir une vigne qui va pouvoir vivre sur 1 mètre, 1,20 m de profondeur d'exploration racinaire, et donc de potentiel d'aller chercher de l'eau, on va vivre dans 50-60 cm. Et là, on ne comprend pas pourquoi, dès que ça commence à faire un tout petit peu sec, celle d'à côté, elle va bien, et la nôtre, elle commence à montrer des signes de manque d'eau. En fait, c'est souvent ça. Donc, il y a ce qu'on observe quand on fait une fosse, mais surtout, ne pas créer de problèmes pour le futur. Donc ça, c'est aussi important. Autre cas que j'ai vu aussi, c'est des gens qui veulent bien faire et qui apportent des grosses quantités de matière organique et qui ensuite font le défonçage. Et là c'est la cata, parce que vous envoyez cette matière organique en fond, et cette matière organique ne va plus avoir d'oxygène pour se détériorer, se minéraliser, et elle va rester là en place. Et pareil, moi j'ai vu ça avec du marc de raisin, où il y avait une couche de marc de raisin en fond de défonçage, et les racines arrivaient là, elles pouvaient plus s'appuyer sur rien pour traverser, et du coup elles s'arrêtaient là. Et là, cata aussi, la vigne qui produisait pas, pourquoi ? On fait un trou, ça va pas. Voilà. Pour résumer un peu tout ce qui a été dit là sur le défonçage, il y a plusieurs points sur lesquels il faut faire attention. C'est une intervention sur un sol, c'est de la chirurgie. Hop là. Donc c'est pour montrer là un exemple d'enfouissement de matière organique. C'est toujours un risque d'enfouir la matière organique puisque c'est du carbone tout simplement. Et si on voit beaucoup mieux de ce côté en fait. Cette zone-là, donc, est quasiment, on voit de la matière qui est jusqu'à 35 cm, et à cette profondeur-là, l'eau et l'air circulent beaucoup moins bien. Donc vous avez des phénomènes de fossilisation de la matière organique, et ça pose problème en fait pour le fonctionnement d'un sol classique qui est organisé. Attention, c'est pas quelque chose à charge contre le travail du sol. C'est dans des cas précis, il faut éviter d'enfouir de la matière organique, et surtout en profondeur. Juste pour revenir sur le défonçage, donc il y avait plusieurs points. Il y avait, est-ce qu'il est nécessaire ?
Donc ça passe par faire une fosse, voir la porosité du sol. Si vous avez eu un repos de plusieurs années, avec des couverts et un sol qui était en plutôt bon état au début, vous allez avoir une porosité, une friabilité qui est bonne, et donc il suffira de faire une préparation de sol relativement superficielle pour préparer votre plantation. Donc est-ce qu'il y a besoin d'intervenir? Ça c'est la première question que je me pose. La deuxième, c'est si j'interviens et que je fais un défonçage, à quelle profondeur je le fais? Là pareil, il faut faire une fosse. Est-ce que je vais taper dans le matériel parental ou pas? Parce qu'il y a un risque de remonter, comme disait Antoine, des matériaux qui ne sont pas fertiles, qui sont au mieux poreux et au pire ni poreux ni fertiles, donc l'équivalent de cailloux finalement. Et donc vous perdez du potentiel agronomique, et ça pour un moment. Et la dernière question que je me pose, c'est une fois que j'ai choisi ma profondeur, est-ce que j'interviens ou pas? Et ça, c'est ce que je disais Christophe, c'est est-ce que je suis dans les bonnes conditions? Tout va être une question de bénéfice-risque. Posez-vous la question de pourquoi je défonce, c'est pour mettre la vigne dans des bonnes conditions pour démarrer, pour que les racines puissent explorer le sol. Si je le fais dans les mauvaises conditions, je vais réduire à néant cet objectif-là, puisque je vais avoir un sol un peu humide qui va être totalement compacté et qui va se refermer très rapidement. Et je perds cet intérêt-là. Donc je vais faire un gros passage qui est compliqué, qui est difficile, qui met en difficulté mon sol et qui en plus ne va pas remplir sa fonction principale. Voilà, donc c'était ça le petit résumé un peu sur la... Est-ce que tu vois, je pose les questions, hein, j'en profite. Est-ce que tu vois des cas où ils font qu'un travail superficiel? Parce que nous, quand même, donc ce qu'on me dit quand même, c'est qu'il y a, dans la majorité des cas, il y a quand même un travail à faire, minimum, au moins un ripper croisé. Et la grande question qui vient avec le défonçage, c'est que la plupart ne défoncent pas par plaisir. On le fait pour préparer le sol et aussi pour enlever les racines, pour certains. Alors ceux qui défoncent sans enlever les racines, ça peut poser la question, mais il y en a quand même encore beaucoup en Provence qui le font, notamment pour les viroses ou le pourrier. Est-ce que tu as des cas où il n'y a pas du tout même de ripper croisé? Parce que ça, pour nous, si on ne défonce pas, c'est quand même le minimum, un ripper, le ripper croisé. Et ensuite, comment on fait ça pour les racines? Oui, donc il y a eu plusieurs questions. Dans l'ordre, est-ce que j'avais déjà vu des cas où il ne fallait pas forcément intervenir profondément? Oui. Quand je dis superficiel, on peut aller jusqu'à 30-40. Le but, c'est de faire un travail de sol quand même cohérent pour que la plantation puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc c'est pas juste de casser le sol à 10-15 cm, il y a quand même un vrai travail de sol à mettre en place. J'ai eu des cas dans les costières de Nîmes où tout ce qui était à partir de 40, c'était entre guillemets du matériel parental, enfin non pas entre guillemets, c'était du matériel parental, donc c'était des limons, qui étaient tout à fait poreux. Donc là, pas d'intérêt d'aller travailler là-dedans, ça coûte c'est gourmand en pétrole d'aller travailler profond. Donc il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Globalement, un cultivateur lourd ou un travail un peu profond avec des dents droites suffisait. Après, il y a beaucoup de cas où effectivement le ripper est quand même recommandé pour pouvoir élargir la zone, faciliter l'exploration des racines. Donc ça c'est pour le premier cas. Et la deuxième question, c'était les racines. Oui, il y a des gens qui défoncent 2 fois. Et ça arrive de voir au deuxième, ou voire plus même. Ça arrive de voir toujours des racines jusqu'au 2e défonçage, au 3e défonçage. Donc des racines, il y en a quand même encore. Alors, on en enlève beaucoup, et c'est important de le faire. Encore une fois, c'est la question, c'est le bénéfice-risque. Effectivement, si c'est une parcelle avec un gros historique de pourridier, des grosses viroses, la question peut se poser beaucoup plus. Il y a, je trouve malheureusement en France, assez peu d'études claires de l'impact des défonçages sur le Cournoët particulièrement. Donc là-dessus, j'ai pas de réponse claire à vous donner. Je sais qu'enlever les racines, c'est toujours une meilleure chose. Ce qui marche le mieux, qui a toujours été donné par tout le monde, c'est le repos du sol. Donc c'est entre 5 et 7 ans, ce qui est effectivement très difficile pour la partie économique. Mais le défonçage, il n'y a pas eu d'études claires qui indiquaient que ça avait un effet sur le Cournoët. Et surtout, au bout de plusieurs défonçages, des fois on retrouve toujours des racines. Donc là, c'est à nouveau le bénéfice-risque. C'est bien d'enlever des racines, mais si cette intervention, il faut la faire dans les bonnes conditions, à la bonne profondeur, et que je ne peux pas le faire, ou que je ne respecte pas ces conditions-là, vous allez poser plus de problèmes apporter plus de problèmes que de bénéfices. Est-ce que ça a répondu à la question? Moi, du coup, j'ai une question, notamment pour Christophe, mais pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des outils en particulier pour l'arrachage que tu conseilles? Et est-ce qu'il y a des périodes propices plus que d'autres pour préparer tout ça? Alors, pour l'arrachage, oui, disons qu'il vaut mieux privilégier les arracheuses là, qui vont sortir le maximum de racines plutôt que
Oui, ou alors si des godets à claire-voie, des choses comme ça. Enfin, il faut réussir à sortir le maximum de racines. Ça, c'est le plus important, en évitant quand même de trop bouleverser la structure. Et après, sur les périodes, les périodes, c'est comme toute intervention dans le sol. Je pense que c'est avec un sol le plus réussi possible. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une période de l'année. En tout cas, moi, je ne l'identifie pas. Je ne sais pas si vous en identifiez, mais je ne suis pas sûr que ce soit une période de l'année. C'est plus un état du sol. Et toujours pareil, hein, c'est toujours compliqué parce que c'est souvent des interventions que l'on fait avec des prestataires qui ne sont pas disponibles. Mais l'intervention dans une parcelle réessuyée, pour moi, c'est primordial. C'est quand même des travaux que l'on fait qui sont à fort impact et qui vont poser des problèmes sur les 20 ans, 25 ans pour lesquels on plante la vigne. Donc, il ne faut pas se planter. Donc, voilà. Donc du coup, pas de période particulière. Ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est il faut observer. Ah oui, pas de période particulière pour arracher. Mais le réessuyage, c'est pour tout ce qui intervient sur le sol. Il ne faut pas intervenir sur un sol humide, enfin, au maximum. et si on regarde le rétro-planning général d'une plantation, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un peu cas d'école à telle saison, on fait telle étape, à telle saison, on fait telle étape. Vraiment quelque chose de très macro. Quel est le cycle classique pour gérer sa plantation? Y en a-t-il un? Moi, j'aime bien quand c'est très blanc ou noir, mais je crois que c'est pas comme ça. Ouais, alors moi personnellement, en fait, je pense que je vois autant de pratiques que de viticulteurs. Donc, je sais pas, toi, tu as peut-être plus d'expérience, mais des choses classiques, des calendriers, il y en a qui... Enfin, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est des gens qui sont très très pressés et qui arrachent à l'automne et qui replantent au printemps. Waouh! Là, en fait, économiquement, on les comprend, hein, il faut que ça produise. Mais les risques que l'on prend, les enjeux, enfin, ça c'est... On a parlé beaucoup de problèmes, mais j'ai juste 2 photos là pour aller un peu dans le bon sens aussi et ramener quelques bonnes infos. Donc ça, c'est un sol très limoneux. Donc, et en l'occurrence, cette parcelle-là, c'était une parcelle assez réactive qui est là, qui est tout à fait tassée et sur quasiment 0 à 60 cm. Alors c'est un exemple de grande culture, mais je vais l'utiliser pour parler des potentialités de travail qu'on peut faire entre un arrachage et une plantation. Et donc là, on a eu de la fissuration et des couverts végétaux, et c'est sur une seule année. Donc, je répète, c'est un sol de limon qui est assez réactif, donc ça a eu un effet assez rapide et un peu, entre guillemets, spectaculaire. Mais c'est pour illustrer le besoin qu'il y a de repos d'un sol après un arrachage et avant une plantation. Donc, c'est ce que disait Christophe. Mais si vous replantez dans la foulée, on n'a pas le temps de travailler ce sol. Il faut se dire que quand il n'y a pas les vignes, c'est un moment où on a un pouvoir d'intervention qui est beaucoup plus important et beaucoup moins coûteux que d'intervenir sur des vignes en place. Donc à minima 1 an, c'est une bonne chose déjà aussi pour bien choisir les porte-greffes, pour bien se préparer, pour avoir le temps de commander au pépinier. Parce que moi j'ai quand même eu des cas où on me demande des IPC, il me faut vite la réponse parce qu'il faut que je commande les porte-greffes là pour planter, et nous on est en mode bah oui mais il faut ne pas se presser, c'est quand même un facteur principal, et de se prendre un peu à l'avance pour prendre les décisions que vous allez faire sur la culture, enfin sur la vigne en l'occurrence. Et voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu une possibilité, donc souvent au moins 1 an c'est assez nécessaire, et surtout sur les capacités aussi nutritives de la parcelle, on peut choisir des couverts différents avec des plus grandes communautés, des plus grands apports de légumineuses pour essayer de renforcer le statut azoté, des apports avec des couverts fasciculés. Voilà, on va en reparler après, donc je ne vais pas développer ça tout de suite, mais ce temps de repos, il est très important, surtout sur des parcelles très dégradées, et on en reparlera peut-être un peu aussi après, mais sur un sol qui a des lacunes en quantité de matière organique pour avoir un équilibre et une biologie du sol qui fonctionne bien,
faire de gros apports et des gros redressements sur une parcelle qui n'a pas de vigne, c'est beaucoup plus simple que sur une parcelle qui est plantée. Et si vous nous prévenez, donc si on est prévenu en novembre pour replanter en mars, il faut faire l'analyse, regarder combien il manque, donc, bon, là ça se fait tout en même temps, mais ensuite il faut trouver la matière première, ça on en parlera aussi avec Antoine par rapport au réseau qui est mis en place ici, mais faire venir la matière première, l'épandre et lui laisser le temps d'avoir un effet sur la fertilité du sol. Donc tout ça sur 6-7 mois, c'est très compliqué à mettre en place. Et alors sur le calendrier, ce qui, comme disaient Antoine et Christophe, c'est de prendre son temps. Est-ce que vous avez une estimation? Nous, en fait, on a récupéré les données des douanes sur toutes les parcelles arrachées depuis 10 ans et sur leur date de plantation historique. Donc on a calculé la moyenne de repos du sol pour chaque parcelle arrachée depuis 10 ans. Est-ce que vous avez une idée de la moyenne de ce temps? Qui pense que c'est moins d'1 an en moyenne donc, on l'a calculé au niveau des Côtes de Provence, donc il y a environ... T'as pas envie de savoir ça, toi? Ah, j'ai hâte. Ouais, t'as peut-être pas envie non plus. Mais donc, pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 500 hectares qui sont plantés chaque année en Côtes de Provence. Encore, c'est à peu près la moyenne depuis 5 ans, un peu grossièrement. Qui pense que c'est moins d'1 an la moyenne? Qui pense que c'est 1 an? Qui pense que c'est 2 ans? Qui pense que c'est plus de 2 ans? Alors la moyenne, non, c'est quand même pas si horrible parce que c'est quand même une moyenne. Donc il y en a qui remontent, ils remontent très haut les notes parce que on a des cas quand même, on a encore des personnes qui attendent 5 ans, 6 ans. Il y a aussi le contexte économique qui fait que parfois on attend plus et c'est aussi économiquement ça peut être aussi plus juste que de se presser à faire une plantation mal faite vu le coût d'investissement qui varie entre 35 000 et 50 000 euros. Parfois, il vaut mieux peut-être attendre un peu pour avoir les bonnes conditions et le bon matériel pour. En moyenne, c'est environ 1 an et 8 mois. Alors, c'est grossier dans le sens où on n'a pas précisé le nombre de mois dans nos calculs, il faut qu'on le refasse de manière plus précise. Mais globalement, ça varie entre 1 an et 2 ans. Souvent, il y a quand même une petite année. On a quand même pas mal de cas qui sont à moins d'1 année, mais qui sont remontés par ceux qui vont attendre 5, 6, 7 ans. 8 ans. Alors souvent c'est parce qu'ils peuvent se le permettre, c'est compliqué. Souvent ce qu'on dit quand même c'est qu'on le voit nous dans les 165 analyses de sol qu'on a fait, enfin les parcelles qu'on a suivies, quand même globalement 2 ans ça laisse un minimum de temps au moins pour bien préparer, faire les interventions au bon moment et aussi faire si nécessaire les apports de matière organique. Je pense qu'on peut passer sur ce sujet. Ah oui tu l'as après toi. Parce que, globalement, nous, sur le réseau qu'on a vu et qu'on a mesuré, c'est vrai que les problèmes de matière organique, donc j'ai parlé des problèmes physiques, mais les problèmes de matière organique, c'est quand même la problématique principale en Provence, qui est la plus récurrente, la plus régulière quand on fait des analyses de sol. Et effectivement, s'il y a bien un moment pour rectifier ça, notamment des taux de matière organique qui sont extrêmement bas, c'est au moment de la plantation et c'est là que le moment est clé pour rectifier. Oui, mais du coup, pour résumer ce que vous dites, en gros, c'est que quand on parle d'un vignoble qu'on veut faire durer 30 ans, on n'est pas à 6 mois près pour se préparer. Il ne faut pas être à 6 mois près. Il faut vraiment être dans une démarche où on est sur un investissement. Il faut prendre son temps, il faut prendre les bonnes décisions, parce que derrière, on va le payer sinon. C'est ce qu'on constate. En grande majorité. Effectivement, nous, on comprend très bien la problématique de replanter le plus vite possible. Et c'est juste nous, on est souvent envoyé sur des parcelles qui ont des problèmes, et c'est souvent un problème récurrent d'une plantation qui est trop rapide, pas forcément dans les bonnes conditions. Ça ne veut pas dire qu'elle était mal faite en soi, mais l'urgence fait que on est obligé de passer dans des conditions qui ne sont pas forcément adaptées, et le bénéfice-risque n'est plus bon, quoi. Comme l'a dit Antoine, ça coûte très cher une plantation, et en termes de charges et de coûts, des fois ça vaut plus le coup d'attendre et d'avoir une parcelle qui coûtera moins cher sur vraiment du long terme que de l'installer immédiatement. Je voulais juste rajouter sur le fait, sur la plantation, on n'a pas parlé de tous les autres paramètres qui sont quand même en jeu, le matériel végétal, la qualité, plantation machine ou main, mais je ne pense pas que c'était l'idée. Aujourd'hui, il y a aussi par rapport aux enracinés.
Non, ce que je voulais dire, j'ai oublié du coup. Non, je te repasse la main sur la matière organique du coup. Juste, j'avais une autre petite diapo pour. Ça, c'est de gauche à droite, ce que vous voyez, c'est la densité apparente. Elle est corrélée directement à la compaction du sol, puisque plus un sol il est compact, plus il est lourd par volume. Donc plus on va vers la droite, plus il est compacté. Et ce que vous voyez de haut en bas, c'est la biomasse microbienne. Donc c'est assez évident, mais je trouve que c'est toujours bien de le remontrer et de montrer qu'on l'a mesuré. Plus vous compactez un sol, moins l'eau et l'air circulent, plus la biomasse microbienne, donc bactéries, champignons, ont du mal à se développer. Et on le constate tout simplement en quantité, quoi. Il y en a juste moins, puisqu'ils ont des conditions pas idéales pour se développer. On a parlé de pas mal de choses. Je sais qu'on a un temps assez court, donc c'est un peu condensé. On a parlé de l'état physique du sol avant une plantation et on a parlé de la problématique par exemple d'ici en Provence qu'on a constaté avec Antoine au fil des analyses et des fosses. C'est il y a un déficit de matière organique. Oui, pas qu'en Provence, c'est vrai. Mais on va le faire ici puisqu'on est ici. Et on l'a constaté vraiment visuellement et statistiquement qu'il y a un problème de matière organique générale, c'est-à-dire que globalement, on est un peu en dessous des seuils de ce qu'on attend pour des sols de ces types-là. Donc on prend en compte la texture du sol. Hein. Sur un sol argileux, on attend plus de matière organique. Sur un sol sableux, on en attend moins. Et en prenant ça en compte, les sols d'ici, il y a un déficit de matière organique. Et on le constate pour plusieurs choses, tout simplement puisque c'est quelque chose qui n'a pas forcément été au centre des débats pendant longtemps. Et pour une deuxième raison, c'est qu'on ne connaît pas très bien les produits organiques, qui sont entre guillemets, les solutions à ce type de problème. C'est donc d'apporter du carbone, apporter de la matière organique. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre une table et une pomme, si vous avez faim ou que vous avez besoin d'écrire, vous n'allez pas utiliser le même objet. Et ben, pour la matière organique et les produits organiques, c'est à peu près la même chose. Il y a des produits organiques qui sont adaptés à des problématiques et d'autres qui sont adaptés à d'autres problématiques. Donc c'est ce que vous voyez ici. De gauche à droite, on voit l'ISMO. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais globalement, c'est la stabilité de la matière organique. Plus on est vers 100%, plus c'est une matière stable. Plus on est vers 0, plus c'est une matière qui est digestible. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'azote. Là, on parle que du carbone. Donc, des pailles, des broyats de sarment, c'est très digestible. Il y a la question de l'azote qui se pose, mais on en parlera soit plus tard, soit il faudra plus de temps pour le faire. Quand on utilise un produit qui est stable, on va favoriser l'apport de matière organique stable, donc qui est structurelle. Et si on apporte des fumiers, des BRF, des produits intermédiaires, on va apporter de l'énergie. Et sur les produits extrêmement digestibles, ça a un effet plutôt dans l'année et on va nourrir vraiment tout de suite la biomasse microbienne et améliorer le carbone minéralisé et selon la quantité d'azote dans le produit, l'azote minéralisable. Est-ce qu'il y a des questions juste sur ce cheminement-là sur les matières organiques ? À quoi elles servent, leurs objectifs, leur rôle ? Petit point rapide qui arrive très souvent, un fumier, donc c'est un produit qui sort de stabulation, ou, voilà, on va prendre cet exemple-là. Si vous le laissez 6 mois sur le bord d'une parcelle, dans l'idée on appelle toujours ça un fumier, mais dans les faits ça a perdu du CO2 en taille, ça a chauffé, donc ça a perdu aussi de l'énergie, et en fait ça ressemble beaucoup plus à un compost. Il n'y a rien qui ressemble plus à un compost qu'un autre compost, que ce soit du fumier à la base ou du broyat de déchets verts. Une fois que c'est composté, c'est du carbone plutôt stable. Il y aura quelques variations dans les minéraux, la potasse, la magnésie, mais globalement, c'est un compost. Et ça, c'est un gros point à prendre en compte quand on fait des apports. Si j'avais un déficit de matière organique libre, donc de carbone énergétique, disponible pour la biomasse microbienne, et que j'apporte un fumier composté, je ne réponds pas vraiment à cette problématique. Je ne sais pas si tu veux enchaîner Hop. Je ne vais pas le redétailler maintenant, mais voilà, là c'est juste un aperçu de l'azote, également dans la même représentation qu'on a fait juste avant. À gauche, ça va être la... Oh là, je suis allé trop vite. Mince. Voilà. À gauche, l'axe de haut en bas, c'est la disponibilité de l'azote. Donc quand on a un produit très réactif, on regarde ensuite s'il y a de l'azote disponible ou pas dans ce produit, et c'est là qu'on va pouvoir se poser la question, est-ce que ça fertilise, est-ce que ça apporte tout simplement de l'énergie à ma biomasse, mais que ça va immobiliser un peu d'azote dans le sol. Et ensuite, il faudra se poser des questions sur est-ce que ça va faire une fin d'azote ou pas, est-ce que ça immobilise de l'azote au même moment que la vigne en a besoin, est-ce que le sol est capable de fournir assez d'azote pour digérer le produit et en plus fournir de l'azote pour la vigne. C'est tout l'ensemble de questions qu'on va se poser. Et donc, est-ce que je peux avoir les diapos ?
Sur la question des matières organiques, donc on les a caractérisées à travers le réseau. Alors après, chacun peut faire des analyses de sol. L'avantage des analyses qu'on a réalisées avec Antoine et le laboratoire Célestat Lab, c'est qu'on a le fractionnement de la matière organique, ce qui nous permet de savoir effectivement est-ce qu'on est plutôt sur des besoins de matière digestible, voire on est plutôt même sur des besoins de matière qui sont proches des enherbements pour stimuler la biomasse microbienne, ou est-ce qu'on est plutôt sur des déficits de matière organique liés, donc des matières organiques qui sont plus stables. Alors ça, c'est le réseau dont je vous ai parlé. Là, alors, je ne l'ai pas remis à jour, il y a maintenant 14 groupes, mais ça, c'est le réseau qu'on a créé donc depuis maintenant 2 ans, le réseau Terre Appara, qui veut dire protéger la terre en provençal. Et sur les apports... Mince, je suis allé de l'autre côté. Je ne vais pas y arriver avec cette manette. Donc ça, c'est la carte presque mise à jour de toutes les analyses qu'on a fait sur l'ensemble des groupes en Provence. Cette année, on devrait rajouter 220 points. Voilà. En fait, l'idée de tout ça, c'est de créer un observatoire de la santé des sols. Parce que ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse, nous, avoir nos propres références de qu'est-ce qu'un bon sol. C'est-à-dire que les laboratoires nous envoient déjà en tout cas, en l'occurrence, le laboratoire de Célestat Lab nous envoie des seuils qui sont assez précis. C'est-à-dire que suivant votre texture de sol, si c'est des sols plutôt sableux ou des sols plutôt argileux, limoneux, etc., on va vous envoyer on va vous mettre un seuil sur votre taux de matière organique, ce qui dépend de votre texture. C'est-à-dire qu'on compare votre sol avec d'autres sols viticoles qui ont la même texture. Et en fait, nous, demain, donc eux, c'est à l'échelle française, mais nous, demain, on aimerait que ça soit à l'échelle provençale, c'est-à-dire un sol de la plaine des Maures, par exemple, qui est assez sensible par ailleurs. Quel est un peu son seuil moyen qu'on a rencontré sur les 40 analyses qu'on a fait. Et ça permet ensuite de celui qui a fait cette analyse dans le même secteur de pouvoir se positionner pour se dire est-ce que je suis plutôt dans une catégorie qui est un peu plus haute ou plus basse. Donc le but, c'est vraiment de créer un observatoire et que toutes ces données, on puisse les restituer aux adhérents des Côtes de Provence pour qu'on puisse aussi se donner des objectifs qui soient faisables. C'est-à-dire que les taux de matière organique, on a toujours tendance à dire il faut aller toujours plus. Après, il y a certains types de sols où déjà des objectifs à 1,5, 1,8, 2, c'est déjà bien, quoi. On n'a pas besoin d'aller à 4% sur des sols sableux. Donc voilà, c'était juste pour montrer le réseau et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de créer un observatoire de la santé des sols à l'échelle de la Provence. Et je me suis encore trompé de sens. Concernant les matières organiques, je ne vais pas aller dessus parce que ça va être un peu long sinon. On a beaucoup de temps ou pas ? 20 minutes. Bon, bah alors rapidement. Juste, c'est une photo que je montre souvent. C'était pour reprendre aussi la plantation. Ici, c'est une parcelle qui est dans le réseau Terre Appara. Heureusement, depuis, la personne a réalisé des apports de matière organique. Ça, c'est une parcelle qui est une des parcelles qui a été déjà plantée, malheureusement. Mais c'est pas grave, la personne était aussi prestataire, donc il a réussi à faire des apports de matière organique assez facilement. C'est une parcelle qu'on a rencontrée avec 0,3% de matière organique, notamment dans la plaine des Maures. Juste pour préciser, 0,3 c'est très très bas. Même en sol viticole qui sont déjà particulièrement bas. Grande culture, ça dépend des zones, mais on est autour de 2. Et dans un système de prairies ou de choses comme ça, on est jusqu'à 5-6% de matière organique. Viticole, on est autour de 1, 1,5, 2, et selon les régions, on peut monter à plus. Mais 0,3, c'est très très bas. Donc là, sur les sols sableux, par exemple, donc ici, la problématique principale, c'est le taux de matière organique. Le besoin, il est indiqué à gauche, c'est 1,6. Ça, c'est un besoin, on va dire, c'est un seuil normal, même un peu bas. C'est pas le seuil idéal. C'est pas le seuil optimal où on pourrait partir sur très longtemps. Ça serait le seuil, on va dire, normal pour ce type de sol. Donc, ce besoin-là, c'est, pour vous dire concrètement, c'est sur toutes les analyses de sol sableux qu'a réalisé Célestat Lab, si je ne me trompe pas. Pour la vigne, la moyenne est environ d'1,6. Ici, elle est de 0,3 en l'occurrence. Donc le déficit, il est de 1,3%. Et en fait, concrètement, c'est beaucoup déjà, mais on le verra si on fait un équivalent compost. Ce que ça représente
techniquement, sur ces sols sableux, donc il y a quasiment 70% de sable, on est au niveau des contreforts des morts. Concrètement, en fait, votre sol, ici, enfin ce sol en l'occurrence, maintenant c'est différent parce qu'il y a eu des apports de compost, il y a moins 25% de rétention en eau concrète sur le sol. Au niveau de l'infiltration, la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol aussi, on est jusqu'à moins de 50%. Et on a aussi une sensibilité à l'érosion qui est fortement augmentée jusqu'à 60%. Et en fait, un autre indicateur qui parlera peut-être plus aux agriculteurs et aux agricultrices, c'est la fourniture azotée dont a parlé Antoine. Donc c'est la fourniture naturelle en azote que peut fournir le sol, donc en dehors de vos apports extérieurs. Ce sol, il produit 4 unités d'azote sur 6 mois. En moyenne, dans les sols viticoles qui en produisent peu, je vais parler de ça du coup, hein, on est entre 30 et 60 unités fournies par le sol classiquement. Ce sol, en minéralisant ces matières organiques, il libère de l'azote minéral, donc NO3-, NH4+, nitrate, ammonium, qui est utilisable par la vigne. Quand il n'y en a pas assez, on fait des apports. Et là, ce sol, il fournit 4 unités, ce qui est en gros du coup à peu près 10 fois moins que les sols classiques viticoles, qui produisent plutôt dans la fourchette basse. Donc là, sans parler là de l'eau, si on parle vraiment de l'azote, un paramètre quand même qui intéresse en termes agricoles, on est quand même très très bas. Alors, vous l'avez compris, j'ai pris un peu un sol caricatural dans le sens où non, il n'est pas forcément caricatural parce qu'il est peu commun. Je vous ai montré un extrême, mais ces extrêmes, ils existent. Et ils existent aussi sur les sols qui sont calcaires, les sols qui sont plus limoneux-argileux. Alors, on n'atteint pas 0,3% de matière organique, on atteint des fois 1% de matière organique, mais les besoins pour un sol en limoneux-argileux, par exemple, c'est plus de 2%. Donc, en fait, le déficit, il est toujours le même. C'est juste que les besoins sont plus hauts pour des sols qui sont censés être plus fertiles. Donc là, c'est un cas extrême, et je voulais vous le montrer parce que, en fait, sincèrement, quand on part sur une plantation comme ça, qui est dans un système qui est non irrigable, au niveau de la plaine des Morts, qui est le terroir qui est le plus chaud en moyenne en Provence, on ne part pas sur les bonnes conditions, en tout cas. Juste, en fait, ça me fait penser que tout à l'heure, on va parler de coût du travail du sol et réussite du désherbage mécanique. Sur un sol comme ça, on va réduire les fenêtres d'intervention parce que dès qu'il va pleuvoir, c'est impraticable, ces sols-là. Et en plus, c'est des sols qui sont assez compliqués au niveau de traction. Et donc, ils vont demander un effort de traction supplémentaire et donc consommation de GNR amplifiée. Donc, délai d'intervention plus court, donc on a des chances de louper son désherbage et coût plus important à cause de la consommation de GNR. C'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus de portance, parce qu'on n'a pas forcément d'indicateur, mais là, tout est compliqué quand même sur ce genre de parcelle. J'ai remarqué les coûts de plantation, quand on part... après, on ne sait jamais combien on va perdre réellement, mais si on fait une hypothèse juste, là, on perd déjà peut-être 1 à 2 années de rendement, parce qu'en fait, à la base, on allait sur cette parcelle parce qu'il y avait un problème de démarrage de la plantation. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une parcelle qui va devenir un problème, et elle est déjà un problème. Pour un déficit de 1,3% de matière organique, si demain on devait le compenser par des composts, combien estimez-vous le besoin en tonnage? On va faire à main levée, hein, du coup. On va faire des fourchettes. Je commence par où? Qui pense qu'une tonne de bouchons suffirait? Qui pense que 10 tonnes suffiraient? 50? 100? 150, 200, 300, toute la plateforme de compostage de Cabasse, 13 000 tonnes, oui. Donc là, on est plutôt aux alentours de mémoire, parce que c'est dans une autre diapo, c'est de 140 tonnes de compost. Donc pour un compost qui est stable, avec un pourcentage de matière organique de 35% et un ISMO qui atteint 75%. Alors 140 tonnes de compost, ça peut paraître beaucoup. En réalité, ça revient à 4 cm, 5 dans ces eaux-là. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'apport massif à la plantation. Alors j'aimerais juste préciser, pour pas qu'il y ait d'incohérence, c'est que là, il y a un déficit. Ce n'est pas des apports à faire systématiquement. Il faut faire un diagnostic pour voir d'où on part et justement se fixer un objectif.
Et souvent, ce qu'on a vu, nous, dans les analyses qu'on a réalisées, c'est qu'on ne se rend pas compte en fait, de ce déficit. C'est-à-dire que des fois, on a 0,5%. 0,5%, bon, bah, c'est bien, c'est peu quand même. Et en fait, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est des dizaines de tonnes de compost. Et justement, en fait, dans le cadre du projet, et je me suis encore loupé, dans le cadre du projet, on a réalisé un peu un sorte d'abac, mais un référentiel. En fait, on s'est amusé sur les différents terroirs où on est allé. On a pris un sol type. Donc on voit Golfe de Saint-Tropez, c'est un sol plus sableux. Au niveau de la Londe aussi. Au niveau du secteur Argence-Bessillon, donc Montfort-Carcès, c'est des sols qui sont plus argileux et plus limoneux. Et on a les sols les plus argileux, c'est au niveau de Pierrefeu et Argence-Bessillon. En fait, dans ce type de sol, on a pris la matière organique réelle en moyenne qu'on a rencontrée. Donc, sur les 165 analyses de sol, on a fait des moyennes. Donc, au niveau du golfe de Saint-Tropez, la moyenne est de 0,96. Et en face, on a mis le seuil qui serait intéressant d'avoir. Et encore une fois, ce n'est pas des seuils qui sont très très élevés. Hein, c'est un seuil normal. C'est ce qu'on rencontre en moyenne, en médiane, 50% du temps, sur ce type de sol avec les analyses de Célestat. Et en fait, on a traduit, pour vous donner des ordres de référence, on a traduit donc, en fait, la différence entre matière organique réelle et seuil de matière organique. Donc ça fait un déficit. Donc vous pouvez voir qu'en moyenne, tout est en déficit. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, je n'ai pas indiqué, mais quand je vous ai dit que la matière organique était un problème régulier, c'est que plus de 52% des cas, les parcelles rencontrent un déficit en matière organique. Donc vous avez plus d'une chance sur deux d'avoir un déficit en matière organique sur vos parcelles, notamment à la plantation, donc c'est le moment de s'en occuper. Ça veut dire qu'il y a quand même 48% des cas qui sont pas si mal, donc c'est pas non plus catastrophique, mais c'est juste que dans le cadre du changement climatique et de ces enjeux-là, il faut maximiser au maximum au niveau de la plantation, il faut se donner toutes les chances, en gros, au niveau de la plantation pour faire ces apports et investir dans votre capital sol pour des durées qui sont très longues. Juste un petit détail là-dessus, c'est que donc là on parlait de la plantation et ces apports-là ils sont faisables à une plantation, ils sont énormes. C'est toujours à remettre en perspective avec les possibilités techniques et économiques bien sûr. Ça sépare d'un optimum. Il y a des parcelles qui fonctionnent en étant un peu inférieures à leur seuil, mais pour autant c'est ce qu'il faudrait pour arriver dans les meilleures conditions. Et là on parle de la plantation. Quand on est sur vigne en place, très clairement, on ne dira jamais à quelqu'un d'apporter 112 tonnes de compost sur vigne en place. Ça va faire l'objet d'un fractionnement, de réfléchir à est-ce que la parcelle fonctionne bien, d'apporter d'autres éléments en parallèle pour améliorer le fonctionnement de la parcelle, le temps qu'on arrive à apporter tout ce carbone stable. Il y a des stratégies qui sont différentes selon si on est à la plantation, selon si on est sur vigne en place, et on essaie de s'adapter au contexte économique et technique sur lequel on travaille. Et donc la dernière colonne, donc on a calculé le déficit en matière organique stable, et la dernière colonne, c'est les équivalents compost. Et donc ça varie de 30 tonnes jusqu'à 130 tonnes. C'était pour nous donner un ordre d'idée aussi sur les sols qu'on a rencontrés, quel était en moyenne en fait le déficit en matière organique et du coup combien de besoins réels on a besoin de matière organique, de produits organiques dont on a besoin pour rectifier ces sols. Je ne sais pas si ces valeurs vous paraissent énormes. Comme le disait Antoine, en fait, déjà, le premier objectif, c'est de fixer justement ce déficit et se dire d'où je pars, quoi. Après, il y a des parcelles, effectivement, qui marchent très bien, même avec un déficit de matière organique. C'est juste que dans le temps, c'est pas durable et il faut l'imaginer quand même dans le temps. Et vous allez avoir quand même divers problèmes qui peuvent arriver et qui peuvent être liés à ça de manière indirecte. C'est ce qui est un peu vicieux. Est-ce que, Christophe, toi, tu rencontres ce genre de déficit Oui, nous on travaille depuis des années là-dessus. On a eu une campagne de fosse il y a 20 ans. Là, ça marchait bien avant les plantations. Puis, je ne sais pas pourquoi, ça a complètement disparu à la Chambre. Et là, on est en train de revenir à fond dessus. Parce que, je pense que le changement climatique, le manque d'eau font en sorte qu'on arrive à des limites et qu'il faut donner toutes les chances à la vigne de produire. Et ces chances, ça passe par une quantité de matière organique dans le sol qui soit suffisante pour
que les sols soient résilients, vivants et stockent de l'eau, stockent les matières, parce qu'on n'en a pas parlé, mais avec un complexe argilo-humique qui fonctionne aussi, on stocke aussi tous les cations. Enfin voilà, c'est que du positif. Disons que pour l'instant, sur les RO, on a des plateformes de compostage des collectivités. On se met à travailler, on a aussi beaucoup de haras de chevaux, on se met à travailler avec les haras de chevaux. Malheureusement, après, au niveau élevage sur les RO, on a du très extensif sur tout le nord du département, et donc c'est pas de source parce que c'est dans la nature. Donc voilà, pour l'instant, ça marche parce que la demande et l'offre, ça va à peu près, mais vu comment la demande est en train d'exploser, ça va pas, on va avoir un problème de sourcing très rapidement. Juste par rapport au tableau qui est présenté, on peut voir quand même, ça peut peut-être surprendre, c'est qu'au niveau de la Londe, qui sont des sols sableux, il y a quand même peu de besoins en quantité en moyenne. C'est parce qu'on est sur un territoire où on a pris une moyenne de ce qu'on a analysé. Et en l'occurrence, le groupe chez qui on est allé avait des bons taux de matière organique. Donc en moyenne, il n'y avait que 27 tonnes nécessaires. Et on avait certains sols qui ont explosé un peu les scores parce qu'ils avaient fait ces apports de matière organique lors de la plantation. C'est un secteur où il y a eu beaucoup ce type d'apports et on les retrouve 15 ans après. C'est-à-dire qu'il y en a certains, sur certaines parcelles, les apports ont été faits il y a 15 ans et on retrouve des fournitures azotées et des taux de matière organique qui dépassent toutes les moyennes du secteur. C'est juste pour vous dire quand même que c'est durable ce type d'apport et ça a des effets sur très long terme. Ça peut être sur votre génération, voire la génération d'après. Et on peut voir au niveau d'Argence-Bessillon qu'on a des fortes demandes. En fait, c'est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des seuils de matière organique qui sont élevés. C'est-à-dire que sur ce type de sol, avec 30% d'argile, on demande minimum 2,8 pourcentage de matière organique dans un seuil normal. Après, si on est à 2%, c'est déjà bien. Mais du coup, ça fait vite des seuils qui sont assez importants, des déficits qui sont assez importants et du coup des quantités d'apports quand même à apporter. Donc il n'y a pas que dans la plaine des Morts, à Saint-Tropez ou à la Londe qu'il faut apporter des composts. En fait, globalement, on a vu ces besoins qui étaient dans chaque secteur. Chaque secteur, on a rencontré des sols qui étaient quand même au-dessus par rapport à ça. Et ah mince, je me suis encore trompé. Et juste par rapport au sourcing, ça c'était un projet qu'on a fait en ce début d'année. C'est qu'on a créé donc avec les analyses, on avait souvent des déficits de matière organique et donc on en discutait souvent avec les formations. Donc il y avait Thibaut et Antoine qui étaient souvent confrontés. Bon, vous êtes mignons, 60 tonnes de matière organique à apporter, je les trouve où sauf que dans chaque groupe qu'on a fait là au travers des Côtes de Provence, on a toujours rencontré des personnes qui ont dit non, mais moi j'ai mes sources par-ci, par-là, etc. Sauf que ces sources n'étaient pas forcément bien transparentes et connues de tous et de toutes. Et en fait, on a fait un travail avec Zoé Bédon qui était en stage chez nous pendant 6 mois. On a cartographié toutes les plateformes de compostage et de broyage de déchets verts. Donc en vert, c'est les plateformes qui broient. En orange, c'est les plateformes qui réalisent un compostage et certaines plateformes font les deux. Et on a Ottaviani au niveau de Brignoles qui fait aussi du fumier, enfin en tout cas qui fait de la vente de fumier en brut. Donc tout ça, c'est des produits qui sont bruts. C'est soit des broyages, soit des composts. On n'a pas indiqué les fumiers de centre équestre parce qu'il y en a trop déjà. Enfin, il y a trop de centre équestre pour pas beaucoup de quantité. On a optimisé, on va dire. Et puis en fait, chacun connaît son centre équestre à côté. Alors il faut faire attention, c'est quand même pas toujours l'idéal parce qu'on peut se retrouver avec des produits qui ne sont pas forcément toujours très propres. En tout cas, la question qu'on s'était posée, donc le tableau avant, c'était pour savoir combien on avait besoin de matière organique. Et là, on s'est posé l'autre question, c'est combien on avait de matière organique disponible, enfin de produits organiques en l'occurrence. Est-ce que vous pensez, si demain on devait redresser toutes les parcelles en plantation chaque année, est-ce que vous pensez qu'on a assez de production en Provence ? C'est-à-dire, qui pense qu'on a assez de produits organiques si demain on devait compenser toutes les plantations en Côte-de-Provence? Donc c'est compensé en matière organique, donc apporter de 30 à 150 tonnes. Qui pense qu'on a assez de produits organiques? Qui pense qu'on n'en a pas assez? Eh bien, on en a largement assez. Si demain on devait faire toutes les plantations
donc les vignes en jachère, on a largement assez de matière organique, de produits organiques. Et si demain on devait faire aussi les entretiens des parcelles, eh ben on en a assez aussi. En fait, le problème, c'est qu'on a de la production, on est le département qui produit le plus de déchets verts par le nombre d'habitants. Ça, c'est quand même, et le golfe de Saint-Tropez est la collectivité qui produit le plus de déchets verts par le nombre d'habitants en France, notamment dû au renouvellement de jardins assez récurrent. Bon, blague à part. Mais en attendant, voilà, il faut savoir utiliser nos atouts. Ici, on n'a pas de fumier, on n'a pas de lisier, on n'a pas de digestane méthaniseur, peut-être bientôt au niveau de la Saint-Victoire. Mais par contre, on a des déchets verts et on en a beaucoup. On a des broyats de déchets verts, pour le coup, qui peuvent être problématiques en termes de qualité des inertes. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Donc tout ça, c'est pas nouveau, hein. Il y a de nombreux groupes qui ont déjà travaillé au niveau de la Sainte-Victoire, au niveau de la Londe, qui ont déjà travaillé sur ce type de produit. Juste, nous, ce qu'on a fait, c'est on a écouté tous les viticulteurs qui se fournissaient à droite à gauche et on a essayé de faire une carte pour que ceux qui veulent se lancer ne partent pas de zéro. Parce que effectivement, voilà, ce qu'il faut bien comprendre dans cette carte, c'est que les composts sont des produits, donc déjà, c'est des produits qui sont différents des broyats, mais c'est des produits qui sont souvent propres parce qu'ils sont affinés. Et du coup, c'est souvent des produits qui coûtent plus cher, qui sont payants. Et les broyats, c'est régulièrement des produits qui ne sont pas affinés, qui peuvent quand même être propres, comme ils peuvent être très sales en termes de plastique. Et c'est là où il faut faire vraiment très attention. Tous ceux qui ont déjà fait cette pratique connaissent ce problème-là. Mais voilà, c'était juste à préciser parce que si je le précise toujours en donnant cette carte parce que il faut vraiment faire attention vers les broyats, même si aujourd'hui il existe des bonnes qualités de broyats. Mais il faut toujours créer aussi un partenariat avec les plateformes et vraiment affiner cette confiance avec eux pour avoir des produits de qualité. Mais aujourd'hui, il existe des produits en tout cas. Et pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des broyats, souvent, on est sur des prix assez faibles, entre 5 et 10 euros la tonne, parfois livré. Parfois, il faut rajouter la livraison en plus. Et au niveau des composts, on est entre 10 à 20 euros le prix de la tonne, plus il faut rajouter la livraison. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est faisable quand même en termes économiques, c'est des investissements, mais pour une plantation par exemple, c'est des investissements qui restent faisables. Je vais rebondir aussi là-dessus parce que déjà dans un contexte où vous avez vu aussi le prix des engrais minéraux qui flambe un peu, mais là on a parlé du carbone, de la matière organique. Les produits organiques, ils contiennent aussi des éléments fertilisants. Alors pas de l'azote, ou pas souvent en tout cas, ça dépend lesquels. Mais le compost et le fumier en général, c'est assez peu riche. En revanche, ça contient de la potasse, de la magnésie, et globalement, le compost, c'est l'unité de potasse la moins chère du marché. Puisque une tonne à peu près, selon l'origine du compost et comment il est fait, une tonne de compost, on est entre 8 et 10 unités de potasse. Donc vous voyez qu'un apport d'entretien, ça va aussi permettre d'entretenir d'autres choses, notamment la fertilité minérale, puisqu'il faut compenser les exports de la vigne. Pareil pour la magnésie, pareil pour le phosphore. Donc ce sont des éléments qui sont contenus dans ces produits organiques. Donc c'est aussi important de faire le travail qu'a fait aussi Antoine d'identifier et de caractériser. Et aussi les plateformes elles-mêmes le font, hein. Normalement ces infos-là elles sont disponibles. Ce sont des apports qui sont non négligeables et à prendre en compte dans la fertilisation même. On parle bien d'amendement, mais sur ce point-là, c'est très important. Le but de tout ce qu'on dit aujourd'hui aussi, c'est d'aller vers une autonomie et une résilience des parcelles viticoles. C'est-à-dire que des parcelles irriguées avec du minéral, on sait le faire, on sait que ça fonctionne bien en fait. On arrive à faire des trucs qui marchent. La question, ça va être la durabilité, ça va être l'autonomie et la résilience, quoi. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'interventions d'extérieur ou beaucoup moins? Et est-ce que je suis sensible à des aléas climatiques? Une année très pluvieuse où j'ai besoin de beaucoup passer dans mes vignes, il faut des sols qui soient le plus résilients possible au tassement provoqué par les machines. Et ça passe par un sol fonctionnel. On n'annule pas le tassement, hein. Même un sol fonctionnel, il finira par se tasser, mais il est beaucoup plus résistant qu'un sol qui a été peu entretenu et qui est peu vivant. Donc là, on a déjà vu plein de choses ce matin. On a parlé de diagnostic, on a parlé de FOSS, on a parlé de parties physiques, chimiques, organiques, les outils de travail du sol avant plantation. On a parlé de redressement, en gros, comment réparer un sol avant de planter pour que ça dure au moins 15 ans, 20 ans. Et on a parlé de différents types d'apports de sourcing. Est-ce que vous avez des questions? Et n'hésitez pas, lâchez-vous sur les questions.
Bonjour, Claire, Société Bergon. Merci pour les interventions. Effectivement, on a parlé de tout ça. Et sur le plan structurel, j'aurais aimé parler du calcium. Parce qu'effectivement, sur le plan structure, le complexe argilomique, etc., le calcium a aussi son importance. Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes pour en parler, s'il vous plaît? On peut. Je parle du calcium en général ou il y avait une question ciblée sur quelque chose? Ouais. Voilà, le complexe argilo-humique, c'est donc un minéral qui se lie avec un minéral argileux qui se lie avec de la matière organique. Donc plutôt la matière organique liée, c'est la petite maison rouge que vous avez vue qui est de très petite taille. Et ce complexe-là, en général, il est chargé négativement. Donc il va pouvoir stocker les éléments cationiques positifs. Donc on a le calcium, Ca2+, le potassium, le magnésium, dans une très moindre mesure le sodium, puisqu'il y en a beaucoup moins. Et c'est cette structure-là qui fait que ces cations sont disponibles pour la vigne, mais c'est aussi cette structure-là qui fait la physique du sol. C'est-à-dire que tous ces petits complexes argilo-humiques, plus ces cations-là, tout ça, ça fait des feuillets, ça se lie, ça se bloque les uns les autres, et c'est ce qui fait la structure du sol, c'est ce qui fait qu'il floccule. Donc, quand on n'a pas du tout le calcium, c'est un ion qui est assez gros aussi et qui a un rôle très important dans la structuration du sol physiquement. Ici, on est sur des sols qui sont plutôt saturés de calcium. Donc ce que je viens de dire, c'est traduit autrement, c'est la capacité d'échange cationique. C'est ce qu'on mesure en laboratoire. Et souvent, elle est saturée, sursaturée ou sous-saturée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en sol acide, j'ai beaucoup de H+, et ces H+, vont prendre la place des ions calcium. Et c'est pour ça que sur un sol acide, on a souvent des problèmes de structure en plus, puisque ces structures dont j'ai parlé avant n'est pas bien mises en place à cause des ions H+, qui prennent la place du calcium. Sur des sols qui sont sursaturés en calcium, comme on peut avoir ici dans des zones calcaires, c'est-à-dire que je suis surtamponné, c'est-à-dire qu'il y a tellement de calcium que ça prend... Il y en a même qui sont libres, enfin qui ne sont pas liés à des complexes argilo-humiques, puisqu'il y en a beaucoup plus, c'est sursaturé. Dans ces cas-là, si jamais quelque chose acidifie mon sol, qui peut être juste le fonctionnement du sol, des apports minéraux, quoi que ce soit qui acidifie un peu mon sol, on ne le verra même pas sur le pH, puisqu'il y a tellement d'ions calcium que l'impact de cet effet acidifiant ne se verra même pas. Et je passe un mot rapide dessus, mais je sais qu'il y a aussi d'autres théories qui viennent plutôt d'Amérique du Nord qui expliquent qu'il faut jouer sur les équilibres et avoir environ 12% de magnésium sur cet équilibre cationique pour avoir une bonne structure de sol. En France, on l'a assez peu vérifié. C'est des conditions qui ne sont pas faciles à mettre en place. Donc peut-être que ça marche dans l'endroit où ça a été développé. Peut-être qu'il y a certains terroirs en France où ça marche, mais globalement, ce n'est pas quelque chose qu'on a remarqué particulièrement statistiquement ici. Et souvent, faire monter le taux de magnésium à 12% sur un sol saturé en calcium, ce n'est pas évident. Donc voilà, la conclusion, c'est que ces cations servent à la structure du sol, parce qu'ils se lient avec des complexes argilo-humiques qui sont chargés négativement. Sur sol qui est saturé en calcium, ce n'est pas un problème normalement, puisqu'il y en a largement assez. Est-ce que ça répond à votre question ? Sur le réseau qu'on a réalisé, donc il y a tout un réseau d'analyse qui est autour de la plaine, du massif des Morts et donc qui ont peu d'influence calcaire. Là, on a pu rencontrer quand même on a plusieurs cas. En fait, les problématiques principales, donc physique, matière organique. On a quand même quelques cas qui ont des problèmes acido-basiques, c'est-à-dire des problèmes de forte acidité dans les sols et de manque de calcium. Alors des fois, il y a des sols aussi qui ont des pH satisfaisants. Par contre, ils ont des déficits en calcium. Notamment, ça, c'est tous les sols qui ont eu une influence calcaire, notamment dans la dépression permienne. Donc, ils ont eu notamment des courants d'eau qui qui étaient chargés en calcium, qui ont amélioré le pH du sol, mais il y a pu avoir à un moment un déficit en calcium. Et donc, on a rencontré quand même plusieurs cas au niveau de Saint-Tropez, de Pierrefeu et de la Plaine des Morts avec des problèmes d'acidité des sols et donc un besoin de chaulage, tout simplement. Et donc après, voilà, quand il y a un manque de calcium, je pense que tu ne vas pas me contredire, mais il faut chauler. Alors ce qui est bien, c'est que ça ne coûte pas si cher. Et normalement, ça a des effets très immédiats. Et d'ailleurs, on va le tester l'année prochaine dans un cas la parcelle qui était le plus acide de notre réseau. Et on a préconisé, on a fait une proposition, plutôt même Célestat a dit c'est urgent. Donc la personne a chaulé entre-temps. Et on va refaire des analyses de biomasse microbienne de biomasse microbienne surtout et surtout de pH pour voir si ça a bougé. Mais ça, c'est vrai que s'il y a un déficit en calcium, c'est un problème qui est urgent, mais
il est quand même pas si présent. Et après, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des sols qui ont des déséquilibres avec beaucoup de magnésium, notamment vers le golfe de Saint-Tropez, et qui ont plus de calcium. Et là, c'est vrai qu'on se retrouve déjà avec des problèmes de fertilisation. Et en plus de ça, des problèmes de structure. On a des sols qui perdent leur portance, qui ont plus du tout de structure. Les agrégats se forment plus. C'est une sorte de bouillie. Il n'y a pas que le travail du sol, c'était aussi des désordres nutritionnels. Mais ça, c'était plus voilà, des cas un peu spécifiques dans des terroirs assez sensibles au lessivage. Juste pour bien finir là-dessus, c'est pourquoi on voit ces cas-là. Le calcium, comme le potassium, comme le magnésium, ce sont des ions qui sont lessivables. Ils sont retenus par le sol, mais ils sont lessivables. Normalement, lessivables, on entend plutôt l'azote, puisque l'azote, lui, il est chargé négativement, donc il n'y a rien qui le retient. Il s'en va très facilement avec une lame d'eau. Enfin, il est perdu, en tout cas, pour la zone culturale. Le potassium, le calcium, c'est aussi des ions qui sont mobiles. Et s'ils ne sont pas retenus correctement ou qu'il n'y en a pas assez, ben, on peut en perdre et on est en déficit. Et ça peut créer des problèmes nutritifs ou des problèmes structurels, comme on vient de parler. Juste, moi, on m'appelle en tant que conseiller agroéquipement de temps en temps parce qu'il y a des soucis, justement, j'ai l'impression que c'est ça, de sols qui n'ont pas le complexe argilo-humique qui fonctionne très bien, et on a une lixiviation du calcium qui ensuite va se mettre en couche à 40 cm, et donc on m'appelle moi souvent pour essayer de casser cette... Et souvent c'est impossible en vigne en place parce qu'on n'arrive pas à descendre à de telle profondeur, mais c'est dû à ça aussi. Tout à fait, c'est l'équivalent d'une prise en masse. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une compaction générale? C'est qu'il y a des particules, mais ça peut aussi être des cations, qui peuvent être lessivées et qui s'accumulent au même endroit, et ça fait une croûte, quoi, ça fait une couche. Alors souvent on le retrouve avec les particules de terre fine quand il y a beaucoup de travail de sol. Vous pouvez le remarquer par exemple sous le passage d'un intercept. Ça fait beaucoup de terre fine et en fait ça trie, ça décante, et il y a toute la terre fine qui s'accumule juste en dessous du passage de l'intercept, et ça peut faire une petite couche de compaction puisque ça s'accumule à cet endroit-là. Pour le calcium, c'est la même chose. Le calcium, il est mobile. S'il n'est pas bien retenu, il y a tout le calcium qui va se lessiver. Normalement, c'est plutôt sur des temps assez longs, mais on peut l'observer dans certains cas assez rapidement. Et si ça accumule au même endroit, parce qu'il y a un endroit où il peut être retenu ou qu'il y a une imperméabilisation, ça va créer clairement une croûte, quasi une dalle calcaire, entre guillemets. Enfin, c'est pas à ce point-là, parce que c'est plus fin en général, mais ça va poser un problème de circulation d'eau et de l'air, et surtout des fois de difficulté à la casser et à le reprendre. On a encore du temps pour les questions, donc n'hésitez pas, on n'est pas pressé. Jean-Jacques. Audrey, elle va te passer le micro. Bonjour, Jean-Jacques, Association des vignerons de la Sainte-Victoire. Je voulais juste faire une remarque par rapport aux apports massifs de matière organique. Nous, on a expérimenté ces mesures-là, mais on a été confronté aussi au problème HVE3, dans le sens où ils considèrent qu'il y a une minéralisation et donc des taux d'azote, et c'est ce qui a un peu freiné ces élans d'apport massif. Donc sur vigne en place, je crois qu'il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Juste sur l'HVE, c'est vrai que c'était bon, ça part d'une bêtise du ministère qui compte l'azote organique qui est comptabilisé comme un azote minéral, et donc qui fait basculer le bilan au-dessus. Mais il existe quand même des manières, il y a quand même des dossiers HVE, parce que nous on a Christelle au syndicat qui gère qui gère la démarche collective, donc il y a les dossiers de 1002 personnes en HVE cette année. Et il y a quand même des cas où on arrive à le faire. C'est-à-dire que même si on dépasse les bilans azotés par des calculs, après voilà, il faut des surfaces non fertilisées. Après, je ne suis pas spécialiste des audits HVE, mais il existe quand même des manières des fois de le faire. Mais malheureusement, oui, ça bloque quand même. On a été confrontés, nous, régulièrement à ce type de problème. Donc ce qu'a dit Antoine, c'est qu'il y a l'azote organique qui met beaucoup de temps à se minéraliser, qui est comptabilisé comme de l'azote facilement disponible et donc lixiviable et donc risqué pour les cours d'eau. On a été confronté à ce genre de problème. Dans ces cas-là, il n'y a pas de solution magique. On essaie de se mettre à la limite max possible et d'essayer de jongler. Alors s'il y a besoin d'azote rapidement disponible, eh ben, on fait des proportions comme on peut pour rester dans cette variabilité-là. Et puis ça se construira sur un peu plus de long terme. Effectivement, on n'a pas d'influence politique ou quoi que ce soit, donc on n'a pas de solution directe à donner à ce problème-là, mais c'est effectivement un problème dans certains cas. Cela dit, il y a quand même beaucoup de cas où on peut faire des apports
suffisant, et en tout cas, il y a déjà beaucoup de choses à faire dans la limite de ce dont on a droit pour avancer dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'on s'y heurte de temps en temps. Ouais. Une question à l'avant. Oui, Georges Lanza-Pugeville, avec mes deux fils. Je ne suis pas vraiment sûr que l'apport de compost puisse faire monter la matière organique. Enfin, bien sûr, ça la fait monter. Nous, depuis des années, on laisse pousser l'herbe dans les vignes. C'est-à-dire qu'on ne laboure plus de juillet à mars. On a de l'herbe de façon très importante. Et on a un taux de matière organique qui dépasse les 2,5. C'est tout. Oui, c'est une question qui est tout à fait légitime. Et là, on va parler plutôt de pas de temps. L'enherbement, c'est du carbone. Et le compost, c'est aussi du carbone. On l'a dit, ils ont des fonctions différentes, mais les deux, à la fin, c'est de la matière organique, en fait. Et les deux apportent de la matière organique au sol. L'enherbement, c'est la manière la plus naturelle, entre guillemets, d'apporter du carbone au sol, puisque c'est l'énergie du soleil qui, avec l'aide de la plante, transforme le CO2 en carbone dans le sol. Donc les deux ont cette fonction d'apporter du carbone au sol. Mais vous l'avez dit vous-même, vous le faites depuis 20 ou 30 ans. Et ça marche. Le truc, c'est qu'un enherbement en vigne, si on prend une taille moyenne qui est à peu près au niveau de la cheville, c'est, on va dire, 2 tonnes de matière sèche. De matière sèche, je parle, pas de matière humide, de matière brute, de matière sèche. Au niveau de la hanche, on va dire que c'est 4-5 tonnes. Je parle à l'hectare, 4-5 tonnes de matière sèche. Comment ? On n'a pas une quantité aussi haute d'herbe. Bon, on a à peu près 20 cm d'herbe. Je suis pas très grand, moi ça va jusqu'au genou du coup. Ça dépend de vos tailles, oui. Mais bon, on est autour de 2 tonnes de matière sèche par hectare. Dans cette moyenne-là, dans les vignobles, c'est à peu près ce qu'on a. Sur ces 2 tonnes-là, il y en a beaucoup qui va être consommé tout de suite parce que c'est de la matière fraîche. C'est extrêmement comestible par la macrofaune d'abord. Donc tous les lombriques, tout type de macrofaune. Puis ça va être consommé par la biomasse microbienne. Et c'est très énergétique, ça va émettre beaucoup de CO2 d'un coup. Par contre, ça va laisser du carbone dans le sol quand même, juste en plus petite proportion. Donc si vous le faites sur 20 ans, ça marche très bien. C'est juste qu'il faut 20, 25 ans, 30 ans pour réussir à d'abord entretenir le taux de matière organique que vous aviez. Ça, c'est le premier point. Et si ça n'a pas été fait pendant 20 ans, avant de l'entretenir, il faut redresser tout ce qui a été perdu. Enfin, tout ce qui n'a pas été entretenu. Le compost, lui, quand on veut juste remonter le taux de matière organique, c'est du carbone tout de suite stable et en grande quantité. Quand j'apporte 1 tonne de compost, j'apporte environ, ça dépend un peu des composts, mais j'apporte environ 200 kg de carbone stable à l'hectare. Et on peut apporter 10, 20, 30 tonnes, 40 tonnes de compost en une fois ou en 2-3 ans. Donc c'est la spécificité et l'efficacité du produit. Le mieux pour entretenir et avoir à long terme des bons taux de matière organique, c'est effectivement un enherbement. Mais ça va être très long. Sur un sol extrêmement dégradé où il faudrait redresser de 80 tonnes de compost, il faudra 40 ans d'enherbement avec un bon niveau. Le problème, c'est que pour laisser pousser l'herbe, il ne faut pas labourer du tout après la vendange. Si vous labourez, l'herbe ne pousse pas. C'est un autre problème. C'est pour que l'enherbement rende ce service d'apporter du carbone au sol et de renforcer la matière organique, il faut qu'il y ait de l'herbe. Il faut qu'elle ait c'est directement relié, tout simplement. Plus l'herbe elle est grande, plus il y a de biomasse végétale en tonnes, plus on va apporter du carbone dans le sol. Et effectivement, le labour, c'est une question. Il faut faire toujours le bénéfice-risque de pourquoi je laboure en sortie de vendange. S'il y a une utilité autre dont on ne peut pas se passer, qui est technique, qui est humaine, qui est tout ce que vous voulez, faites-le. Dans l'idéal, vaut mieux l'éviter. Effectivement, on aura une très belle couverture l'hiver d'enherbement végétal et ça va accélérer le redressement, en tout cas, ou avoir un meilleur entretien sur votre parcelle. La question est intéressante parce qu'en fait, on parle de pourquoi on en est arrivé à là. Donc là, on parle beaucoup de déficit de matière organique et c'est vrai qu'on en est arrivé à là aussi parce qu'on est sur des sols, on est dans un climat qui est chaud et méditerranéen où les sols minéralisent beaucoup plus que dans certaines régions. Et si on couple ça à la culture de la vigne sans enherbement, je vous rappelle qu'en 2006, selon la Grèce, il n'y avait que 30% des viticulteurs et viticultrices qui enherbaient les vignes en hiver. Voilà, on est passé maintenant à 82%, mais déjà on parle depuis 20 ans, il y a eu peu d'enherbement, on est dans un climat chaud, si on le travaille en plus, on a des taux de minéralisation qui sont assez élevés et ces déficits sont créés en 10-20 ans.
Donc des fois, on récupère des parcelles. Et là, tout ce qu'on a présenté, c'est un peu le levier. De toute façon, on parlera d'enherbement après. Ah ouais, c'est la transition, magnifique. Mais les apports de compost, c'est un peu la solution court terme, rapide. Demain, je passe urgente, quoi. C'est pas effectivement, et puis c'est une solution qui est coûteuse aussi. Enfin, si vous n'avez pas le matériel, il faut payer quand même l'apport. Effectivement, l'enherbement, ça a l'avantage d'être gratuit. Par contre, comme on a vu la parcelle que je vous ai montrée, là, l'herbe, elle pousse pas. Donc au moins c'est clair. Et ça, là pour le coup, là quand on est dans des déficits extrêmes, la première chose à faire, c'est ça. Enfin, vous pouvez acheter n'importe quelle semence, elles pousseront quand même, mais ça ne sera pas un investissement qui sera bien. Et surtout, si vous faites des enherbements naturels que vous laissez, même là sur ce type de parcelle que je vous ai montré, même en avril, c'est déjà trop, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence qui est immédiate. Sur ce type de sol très peu fertile, l'enherbement va très très vite avoir de très gros problèmes. Donc ça veut dire qu'il faut le détruire tôt. Alors vous pouvez toujours le faire en hiver, ça ne coûte rien, mais vous n'allez jamais pouvoir le pousser très loin. Après, je ne sais pas si vous, c'est des enherbements permanents ou temporaires, mais en tout cas, ici, c'est absolument pas d'enherbement permanent. Et voir le temporaire, il faut le détruire très tôt, quoi. Donc, en fait, comme on a rencontré beaucoup de parcelles qui étaient quand même très problématiques en termes de matière organique, il faut faire attention. Les enherbements, des fois, c'est pas en hiver toujours, ça c'est le message. En hiver, on peut toujours enherber. Par contre, c'est pas souvent la meilleure solution quand on a des déficits extrêmes, à part si vous avez 20 ans devant vous. Mais c'est pas toujours le cas quand même. Juste pour conclure rapidement, là ce qu'on est en train de dire, c'est des redressements, c'est des situations compliquées où il y a eu des gros déficits. L'enherbement, c'est une solution qui est extrêmement intéressante et on le préconise régulièrement. C'est pas du tout, c'est pas pour dire que le compost remplace l'enherbement, c'est pas du tout le message. Le compost est utile dans des situations très dégradées. L'enherbement, c'est un excellent moyen d'entretien. Et il faut absolument favoriser l'enherbement dans les cas où c'est possible, le faire bien aussi, parce qu'il y a d'autres contraintes, notamment de concurrence hydroazotée. C'est juste deux contextes différents et deux solutions différentes. Et les deux sont extrêmement intéressantes. Elles ne sont pas à mettre en opposition du tout. C'est bien ça que je voulais préciser.